Un père célibataire était sorti juste pour réparer la clôture. Mais la femme qu'il a rencontrée allait changer leur vie pour toujours. Avant tout, si tu traverses une période difficile, sache que tu n'es pas seul. Laisse un petit mot ci-dessous. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les pelouses bien entretenues du manoir Ashford. Un homme est entré dans le jardin pour réparer la clôture. Il se demandait combien de temps cela allait lui prendre. Alors que Marc Dumas ajustait une nouvelle fois sa ceinture à outils, ses mains burinées agrippaient les poignets usés de son marteau. Ces mêmes outils qu'il avait soutenus lui et sa fille Claire, âgée de 6 ans, depuis 3 ans, lorsque sa femme Sarah les avait quittés sans prévenir. « Papa, je peux t'aider à réparer la clôture ?» La voix claire de Claire résonnait dans l'air vif d'octobre. Ses nattes rebondissaient tandis qu'elle sautillait à côté de lui, serrant dans ses bras son éléphant en peluche préféré, Monsieur Peanuts. Ses yeux bleus innocents brillaient d'une lueur émerveillée qui remplissait le cœur de Marc d'amour et d'inquiétude. « Reste près de moi, ma chérie, mais laisse papa s'occuper des outils, » répondit Marc en ébouriffant ses cheveux blonds. À 29 ans, il se sentait plus vieux que son âge. Le poids de la monoparentalité, combiné à l'incertitude de son activité de bricoleur, avait creusé des rides autour de ses yeux verts qui n'étaient pas là avant le départ de Sarah. La propriété des Ashford ne ressemblait à aucune autre dans leur modeste quartier. Le manoir blanc immaculé se dressait comme une forteresse derrière ses grilles en fer forgé. Chaque détail criait la richesse et l'isolement. Marc avait été surpris lorsqu'il avait reçu l'appel demandant la réparation d'une clôture. D'habitude, les clients fortunés faisaient appel à des entreprises bien établies, pas à des entrepreneurs indépendants qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Alors qu'il examinait la partie endommagée de la clôture ornée, Marc sentit un regard posé sur lui. Il jeta un coup d'œil vers les fenêtres du 2e étage de la maison et aperçut un mouvement derrière les rideaux transparents. Quelqu'un les observait, mais la silhouette se retira rapidement lorsqu'il leva les yeux. « Papa, pourquoi cette maison est-elle si grande ?» demanda Claire. Sa petite main suivait les motifs complexes du métal de la clôture. Son innocence face à la richesse et à la pauvreté était quelque chose que Marc essayait de préserver, même s'il s'inquiétait pour son avenir. Certaines personnes ont des maisons différentes. « Ma petite fille, dit-il avec précaution en commençant à retirer les poteaux endommagés. Ce qui compte, c'est que nous soyons tous ensemble dans le manoir. » Victoire Beaumont appuya sa paume contre la vitre froide de la fenêtre de sa chambre. À 27 ans, elle avait hérité d'une fortune que la plupart des gens ne pourraient dépenser en une vie. Mais le vaste domaine ressemblait plus à une belle prison qu'à un foyer. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort soudaine de son père d'une crise cardiaque, la laissant seule avec une fortune dont elle ne voulait pas et une solitude que l'argent ne pouvait guérir. Le rire de la petite fille monta jusqu'à sa fenêtre et Victoire se surprit à sourire. Pour la première fois depuis des semaines, quand était la dernière fois que la joie avait résonné dans ses couloirs? L'entrepreneur, le père de l'enfant, supposait-elle, travaillait avec une efficacité tranquille, s'arrêtant de temps en temps pour s'assurer que sa fille était en sécurité. Victoire sentit sa gorge se serrer sous l'effet d'une émotion inattendue. Elle se souvenait de son âge lorsqu'elle suivait son propre père dans le parc du domaine, à l'époque où il avait encore du temps à lui consacrer avant que son travail ne l'accapare entièrement. Ce souvenir lui fit l'effet d'un couteau qui lui transperçait la poitrine. Marc remarqua que sa fille s'agitait à mesure que la matinée avançait. « Hé, Claire, tu veux voir quelque chose de cool ?» Il sortit de sa poche un petit sifflet en bois qu'il avait sculpté pour elle à Noël dernier. « Souffle dedans si tu as besoin de moi. »« D'accord, je reste ici, je continue à travailler. » Claire rayonna et essaya le sifflet, produisant une note claire et mélodieuse qui résonna dans tout le domaine. Le son était pur et joyeux, et il fit monter les larmes aux yeux de Victoire, qui ne comprenait pas que pendant que Marc travaillait, il ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé. À plusieurs reprises, il aperçut des mouvements dans les fenêtres à l'étage. Le mystérieux observateur l'intriguait, même s'il essayait de se concentrer sur son travail. Ce boulot était mieux payé que la plupart des autres, et avec l'anniversaire de Claire qui approchait, chaque dollar comptait. « Papa, j'ai faim », annonça Claire vers midi en tirant sur sa chemise de travail avec ses petites mains insistantes. Marc regarda sa montre. Il travaillait depuis des heures. « D'accord, princesse, on va faire une pause déjeuner. » Il sortit un simple sandwich au beurre de cacahuète qu'ils avaient préparé avec un jus de fruits. Ce n'était pas grand-chose, mais le sourire ravi de Claire lui donna l'impression d'un festin. Assis sur l'herbe, partageant leur modeste déjeuner, Marc se demanda qui était cette personne qui les observait d'en haut. Quel genre de vie menait-elle dans cette immense maison? Était-elle heureuse? Ces questions lui semblaient idiotes. Les gens riches n'avaient pas de vrais problèmes, n'est-ce pas? Victoire regardait le père et la fille partager leur repas simple, et quelque chose en elle s'est brisé. Leur contentement avec si peu mettait en évidence tout ce qui lui manquait malgré tout ce qu'elle avait. Elle a pris une décision qui allait tout changer, même si elle ne le savait pas encore. Demain,
Elle trouverait une raison de sortir et de les rencontrer comme il se doit. Victoire Beaumont se tenait devant le miroir de sa chambre le lendemain matin, en train de changer de vêtements pour la 4e fois. La robe noire de créateur lui semblait trop habillée, le jean décontracté trop décontracté. Que portait-on pour rencontrer par hasard le bricoleur qui travaillait enfin sur sa clôture? Elle opta pour un simple pull bleu et un pantalon foncé, sobre mais élégant. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle appliquait son rouge à lèvres. À 27 ans, elle avait assisté à d'innombrables galas de charité et réunions d'affaires, mais l'idée de parler au père et à la fille dehors la rendait nerveuse d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. 3 mois d'isolement depuis la mort de son père avaient rendu même les interactions sociales les plus simples accablantes. Marc est arrivé à 8 heures pile. Claire sautillait à ses côtés avec son éternel éléphant en peluche. La petite fille portait une robe jaune vif qui semblait capturer le soleil lui-même, et son énergie contagieuse a immédiatement égayé le sombre domaine. « Bonjour, monsieur Peanuts », Claire a chuchoté à son animal en peluche. « Aujourd'hui, on va aider papa à réparer la jolie clôture. » Elle leva les yeux vers le manoir avec de grands yeux curieux. « Je me demande qui vit dans ce grand château. » Marc sourit à l'imagination de sa fille tout en examinant les progrès réalisés la veille. Il faudrait au moins 3 jours supplémentaires pour réparer correctement la partie endommagée. Alors qu'il rangeait ses outils, il remarqua un mouvement dans son champ de vision. Quelqu'un marchait sur la pelouse soigneusement entretenue dans leur direction. Victoire s'approcha lentement, le cœur battant d'une anxiété inattendue. Elle portait un plateau en argent avec du café frais et des viennoiseries, mais ses mains tremblaient légèrement. « Bonjour », dit-elle d'une voix plus douce que prévu. Marc leva les yeux, surpris. La femme qui marchait vers eux était magnifique, avec ses cheveux noirs qui tombaient en cascade sur ses épaules, ses yeux noisettes intelligents et son air élégant qui trahissait son privilège. Mais il y avait autre chose dans son regard, une vulnérabilité qui semblait incongrue avec ses vêtements manifestement coûteux. « Madame », dit Marc poliment en se redressant et en époussetant la poussière de ses mains. « J'espère qu'on ne vous dérange pas avec le travail. Je peux modifier nos horaires si nécessaire. »« Oh non, pas du tout », répondit rapidement Victoire, avant de se sentir ridicule d'avoir répondu avec tant d'empressement. « Je veux dire, vous travaillez dur et j'ai fait trop de café. » Le mensonge lui vint facilement. Elle avait en fait passé 20 minutes à préparer le plateau parfait. Claire jeta un coup d'œil derrière les jambes de son père, observant l'élégante inconnue avec une curiosité franche. « Vous êtes vraiment jolie », annonça-t-elle avec l'innocence d'une enfant de 6 ans. Honnête, comme une princesse dans mes livres d'histoire. Le cœur de Victoire fondit devant ce compliment innocent. Elle s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Claire, oubliant ses vêtements chers. « Merci, ma chérie. Et qui est ce beau monsieur ?» Elle désigna l'éléphant en peluche. « C'est monsieur Peanuts », dit Claire solennellement, en brandissant son jouet préféré. « Il aide papa dans son travail important. Tu veux le rencontrer comme il se doit ?» La présentation officielle d'un animal en peluche frappa Victoire comme étant l'interaction sociale la plus authentique qu'elle ait eue depuis des mois. « Je serais honorée », dit-elle en serrant doucement la patte en tissu usé de l'éléphant. Marc observa l'échange avec une confusion croissante. La femme devant lui rayonnait de richesse et de sophistication, mais elle semblait sincèrement ravie par la simple espièglerie de sa fille. La plupart des clients fortunés ne remarquaient même pas Claire, la traitant comme une inconvénient à tolérer. « Je m'appelle Victoire », dit-elle en se levant et en tendant la main à Marc. « Victoire Beaumont, c'est le domaine de ma famille. »« Marc Dumas », répondit-il, sa main calleuse effleurant brièvement ses doigts doux. « Et voici ma fille Claire. Merci pour le café, c'est super sympa de ta part. » Pendant que Victoire versait le café dans l'élégante cafetière en argent, Claire parlait de tout et de rien. De ses livres préférés, des aventures de Monsieur Peanuts, du fait que son papa était le meilleur réparateur de clôture du monde entier. Victoire se surprit à rire sincèrement pour la première fois depuis les funérailles de son père. « Tu vis toute seule dans cette grande maison ?» demanda Claire avec sa franchise habituelle. Le sourire de Victoire s'effaça légèrement. « Oui, c'est vrai, ça doit être triste », dit Claire avec une sagesse innocente. « Papa dit que les grandes maisons ont besoin de beaucoup d'amour pour être des maisons heureuses. » Marc sentit une chaleur lui monter au cou. « Claire, ma chérie, ça ne te regarde pas. » Mais Victoire semblait touchée plutôt qu'offensée. « Votre fille est très perspicace, » dit-elle doucement. « Ça peut être solitaire. » « Oui. » Un silence gêné s'installa, rompu par l'annonce soudaine de Claire. « Vous devriez venir dîner avec nous. Papa fait le meilleur macaroni au fromage et on en fait toujours en plus. » Claire Marc dit, mortifiée. « Mademoiselle Beaumont a sûrement des choses importantes à faire. » Les yeux de Victoire s'illuminèrent d'une lueur qui pourrait bien être de l'espoir. « En fait, dit-elle prudemment, ça me semble super. Si tu es sûr, je ne voudrais pas m'imposer. » Marc la fixa, certain d'avoir mal entendu. «
Une femme qui vivait dans un manoir valant des millions voulait manger des macaronis au fromage avec un bricoleur en difficulté et sa fille de 6 ans. Le monde était définitivement sens dessus dessous. Claire applaudit, les mains jointes de joie. Monsieur Peanut dit oui aussi. Ça va être le plus beau jour de ma vie. Alors que Victoire retournait vers la maison, elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Derrière elle, Marc continuait à travailler, tandis que Claire jouait à proximité, parlant de leur nouvel ami. Aucun d'entre eux ne se doutait que cette simple invitation allait déclencher des événements qui allaient changer leur vie à jamais. Ce soir-là, Marc se tenait devant le petit miroir de la salle de bain de leur modeste appartement de 2 chambres, essayant de décider s'il devait changer de chemise. La chemise bleue délavée à boutons était sa plus belle, mais à côté de la richesse évidente de Victoire, il se sentait comme un imposteur. À quoi pensait-il? Inviter quelqu'un comme elle dans leur humble demeure. « Papa, pourquoi es-tu nerveux ?» demanda Claire depuis le seuil de la porte. Elle serrait Monsieur Peanuts dans ses bras. Elle avait insisté pour porter sa robe du dimanche, une création rose avec de petites fleurs que Sarah avait achetées avant de partir. Sa vue rendait toujours Marc ému et envahi par des sentiments contradictoires. « Je ne suis pas nerveux, ma chérie, » mentit-il en ajustant son col pour la 5e fois. « Je veux juste m'assurer que notre invité se sente bienvenu. »« Victoire est gentille, » dit Claire avec la certitude que seuls les enfants possèdent. « Monsieur Peanuts l'aime bien aussi. Il m'a dit qu'elle avait les yeux tristes comme papa les avait avant. » Marc s'agenouilla à la hauteur de sa fille, frappé par son observation. « Comment ça, ma petite fille ?»« Avant que tu recommences à sourire, » expliquait Claire d'un ton neutre. « Quand maman est partie, tes yeux avaient un air lointain et triste. Les yeux de Victoire sont comme ça. » On sonna à la porte avant que Marc puisse répondre à l'évaluation dérangeante de sa fille. À travers le judas, il vit Victoire debout sur le paillasson usé. Aussi nerveuse que lui, elle tenait une bouteille de vin et un petit paquet emballé. Quand il ouvrit la porte, Marc fut à nouveau frappé par sa beauté. Mais ce soir-là, il remarqua ce que Claire avait observé, une profonde tristesse qui persistait derrière son sourire poli. Elle était habillée de manière décontractée, en jean et pull simple, mais même des vêtements décontractés ne pouvaient cacher son élégance innée. « Victoire !» s'écria Claire en se précipitant avant que Marc ne puisse l'arrêter. « Tu es venu !» Monsieur Peanut s'attendait près de la fenêtre. « Depuis 1 heure !» répondit Victoire en riant et en acceptant l'étreinte enthousiaste de Claire. « J'ai apporté quelque chose pour Monsieur Peanut », dit-elle en tendant le petit paquet à Claire. « Et du vin pour ton papa. » Marc prit la bouteille, un cru coûteux dont il ne savait pas prononcer le nom, tandis que Claire déchirait le papier d'emballage avec l'enthousiasme caractéristique d'une enfant de 6 ans. À l'intérieur se trouvait un petit éléphant manifestement coûteux et magnifiquement fabriqué, de taille parfaite pour être le compagnon de Monsieur Peanuts. « Elle est magnifique », soupira Claire en brandissant le nouvel éléphant. « Comment s'appelle-t-elle ? Je pensais que tu voudrais peut-être choisir, » dit Victoire. Elle observait Claire avec un plaisir évident. « Lady Peanuts ». Claire se décida immédiatement. Elle et Monsieur Peanuts allaient être les meilleurs amis pour toujours. Tout comme nous, l'appartement de Marc semblait incroyablement petit avec Victoire à l'intérieur. Le salon, qui avait toujours semblé suffisant pour lui et Claire, semblait maintenant exigu et minable. Les meubles d'occasion, la télévision avec l'écran fissuré, la pile de factures impayées qu'il avait oublié de cacher. Tout témoignait de ses difficultés financières. Mais Victoire ne semblait pas s'en soucier. Elle admirait les dessins de Claire collés sur le réfrigérateur, écoutait attentivement l'explication détaillée de la routine quotidienne de Monsieur Peanut et aidait à mettre la petite table à manger avec les assiettes et les tasses dépareillées qui constituaient tout ce qu'il possédait. « J'espère que tu n'as pas d'objection à manger des macaronis au fromage en boîte », dit Marc d'un ton apologétique en remuant la casserole. « C'est le plat préféré de Claire, et, honnêtement, c'est à peu près tout ce que je sais faire. Ça sent bon, dit Victoire, et elle semblait le penser vraiment. Je n'ai pas mangé de macaronis au fromage maison depuis des années. Papa le fait spécialement, confia Claire en grimpant sur son réhausseur. Il met plein de fromage et il coupe des hot dogs dedans. C'est le meilleur plat du monde. Pendant le dîner, Claire monopolisa la conversation, régalant Victoire d'histoires sur la maternelle, sa maîtresse, Madame Patterson, et le hamster de la classe qui s'appelait Whiskers. Victoire écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions et riant au bon moment. Marc se détendit malgré son anxiété initiale. Victoire semblait vraiment à l'aise dans leur modeste maison, plus à l'aise qu'il ne l'aurait imaginé de quelqu'un habitué au luxe. Il y avait quelque chose de presque avide dans la façon dont elle s'imprégnait de la chaleur de leur petite famille. « Victoire, tu as une petite fille et toi aussi ?» demanda Claire innocemment, le menton recouvert de sauce tomate. La question sembla frapper Victoire comme un coup physique. Son sourire vacilla et Marc vit ses mains trembler légèrement lorsqu'elle posa sa fourchette. « Non, ma chérie, je n'ai pas d'enfant. »« Ce n'est pas grave, dit Claire avec sa gentillesse habituelle.
Tu peux nous partager, papa et moi. On a beaucoup d'amour à donner. Les yeux de Victoire se remplirent de larmes. Elle essaya de les cacher, mais Marc remarqua son émotion. Il voulait lui demander ce qui avait causé une telle peine, mais la présence de Claire rendait toute conversation sérieuse impossible. Après le dîner, Claire insista pour montrer sa chambre à Victoire. C'était un petit espace que Marc avait peint en rose et rempli de meubles d'occasion qu'il avait restaurés lui-même. Victoire admirait tout avec un enthousiasme sincère, de la bibliothèque faite main à la couette que sa mère lui avait envoyée du Nebraska. « Papa a tout fait pour que ce soit joli pour moi », expliqua Claire fièrement. « C'est le meilleur papa du monde. »« Je le vois bien », dit Victoire doucement, la voix pleine d'émotion. « Dot ». Alors que la soirée touchait à sa fin, Marc réalisa qu'il s'était trompé sur tout. Victoire n'était pas seulement riche, elle était profondément seule. La façon dont elle s'imprégnait de l'affection de Claire, l'attention qu'elle portait à chaque détail de leur modeste vie, sa réticence à partir à la fin de la soirée. Tout cela indiquait quelqu'un qui avait un besoin criant de cela. Lui et Claire avaient une connexion authentique et abondante. Lorsque Victoire finit par dire au revoir, Claire lui fit promettre de revenir bientôt. Alors qu'il regardait sa voiture de luxe disparaître dans la nuit, il se demandait quel secret se cachait derrière ses yeux tristes et magnifiques, et pourquoi une femme qui semblait avoir tout désiré si désespérément la vie simple que Claire et lui partageaient. D'atout, plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis leur dîner, et les visites de Victoire au projet de clôture étaient devenues une routine quotidienne. Chaque matin, elle arrivait avec du café et des viennoiseries. Chaque après-midi, elle trouvait des excuses pour vérifier leur progrès. Marc remarqua qu'elle s'attardait, réticente à retourner dans le manoir vide, et que le bavardage de Claire semblait insuffler de la vie à ses traits soigneusement composés. Ce jeudi matin-là, Claire était plus excitée que d'habitude. « Papa, devine quoi? Demain, c'est la journée montre et raconte à l'école et je veux emmener Victoire. » Marc faillit laisser tomber son marteau. « Ma chérie, Victoire est une grande fille qui a des choses importantes à faire. Elle ne peut pas aller à la maternelle avec toi. »« Mais elle a dit qu'elle aimerait voir mon école, » protesta Claire en faisant la moue. « Et Madame Patterson a dit qu'on pouvait apporter tout ce qui était spécial pour nous. Victoire est spéciale. » Quand Victoire est arrivée avec ses cadeaux habituels, Claire s'est immédiatement lancée dans sa présentation. Marc a commencé à intervenir, mais s'est arrêté quand il a vu le visage de Victoire s'illuminer d'une véritable excitation. « Tu veux vraiment que je vienne à ton école ?» demanda Victoire en s'agenouillant à la hauteur de Claire. « Oui, je veux parler à tout le monde de ma nouvelle meilleure amie qui vit dans un château et qui a les yeux tristes, mais qui est de plus en plus heureuse parce que nous l'aimons. » Marc sentit une chaleur lui monter à la nuque devant la franchise de sa fille. Mais Victoire semblait plus touchée qu'offensée. « Je serais honorée d'être ta présentatrice », dit-elle solennellement cet après-midi-là. Pendant que Marc travaillait sur la dernière section de l'escrime, Victoire s'assit sur une couverture avec Claire pour l'aider à répéter sa présentation. En les regardant ensemble, Marc ressentit une chaleur inconnue dans sa poitrine, un sentiment qu'il croyait disparu depuis que Sarah avait quitté Victoire. Claire dit soudain « Pourquoi tu n'as pas de famille ?» La question resta en suspens comme un défi. Marc leva les yeux de son travail, prêt à détourner la curiosité de Claire et Hara. Mais Victoire le surprit en répondant honnêtement. « J'avais une famille, » dit-elle prudemment. « Mon papa est mort il y a quelques mois, et ma maman est morte quand j'avais à peu près ton âge, » répondit Victoire, les yeux écarquillés d'une compassion qui dépassait son âge. « C'est vraiment triste. Qui s'occupe de toi maintenant ?»« Je m'occupe de moi toute seule, » dit Victoire, mais sa voix trembla légèrement. « Ça doit être effrayant, » dit Claire, puis son visage s'éclaira. « Mais ce n'est pas grave. Papa et moi, on peut s'occuper de toi aussi. On est très doués pour s'occuper des gens. » Marc sentit sa gorge se serrer devant la générosité innocente de sa fille. Mais il remarqua aussi autre chose. La façon dont Victoire le regardait par-dessus la tête de Claire, comme si elle évaluait sa réaction à l'adoption spontanée de sa fille. « Ton papa fait déjà tellement pour toi, » dit Victoire doucement. « Je ne voudrais pas être un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau, » dit Claire fermement. « Tu fais partie de la famille maintenant, n'est-ce pas, papa ?» Marc se retrouva pris entre les attentes de sa fille et ses propres sentiments confus. Victoire était riche, instruite, sophistiquée, tout ce qu'il n'était pas. Que pouvait-il offrir à quelqu'un comme elle? Claire a raison. Il s'entendit dire « Tu es la bienvenue à tout moment ». Ce soir-là, Victoire insista pour les emmener dîner au Rosewood Manor, le restaurant le plus chic de la ville. Marc protesta que c'était trop cher et trop formel, mais Victoire insista calmement, et Claire était ravie à l'idée de manger comme des princesses. Le restaurant était tout ce que Marc avait redouté. Des lustres en cristal, des serveurs en uniforme formel, des prix qui lui faisaient mal aux yeux. Il se sentait complètement déplacé dans son pantalon kaki et sa chemise boutonnée, tandis que Victoire se déplaçait dans cet espace élégant comme si elle était chez elle.
Bonsoir, mademoiselle Beaumont, dit le maître d'hôtel avec une déférence bien travaillée. Votre table habituelle. En fait, pourrions-nous avoir la table d'angle ? Demanda Victoire. C'est plus intime pour discuter. Alors qu'il s'asseyait, Marc remarqua les regards des autres clients. Une femme du statut évident de Victoire, dînant avec un homme clairement issu de la classe ouvrière et son enfant, semblait attirer l'attention. Il sentit ses épaules se crisper sous l'effet de la gêne. « Papa, cet endroit ressemble à un palais », murmura Claire, les yeux écarquillés, en admirant le décor somptueux. « On peut vraiment manger ici ?»« Bien sûr que oui », répondit Victoire chaleureusement. « Vous êtes mes invités. » Tout au long du dîner, Victoire fut une hôtesse parfaite, aidant Claire à s'y retrouver dans le menu complexe et engageant Marc dans une conversation qui le fit se sentir moins déplacé. Mais Marc ne pouvait s'empêcher de penser qu'ils venaient de mondes différents et que ce qui était en train de naître entre eux était condamné par ce fossé fondamental. Ce n'est qu'au moment de partir qu'il entendit une remarque d'une femme à une table voisine. « Tu imagines Victoire Beaumont, l'une des femmes les plus riches de l'État, jouer à la dame avec un bricoleur et sa petite fille, elle doit être en pleine dépression. » Ces mots frappèrent Marc comme un coup physique. Victoire était l'une des femmes les plus riches de l'État. Il savait qu'elle était riche, mais ce niveau de richesse lui était incompréhensible. Pas étonnant qu'elle puisse se permettre de rénover des clôtures sur un coup de tête et de les emmener dans des restaurants chers sans sourciller. Et moi, je le fais. Alors qu'il marchait vers le parking, Marc sentit les murs se refermer sur lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que Victoire faisait? Claire n'était-elle qu'un divertissement amusant pour une femme riche et solitaire? Les questions le tourmentaient, alors qu'il attachait Claire dans la voiture de luxe de Victoire pour rentrer à la maison. « Papa, c'était pas le meilleur dîner de ta vie ?» s'écria Claire joyeusement, inconsciente du tumulte intérieur de son père. « C'était merveilleux, ma chérie. » Marc réussit à répondre, croisant le regard inquiet de Victoire dans le rétroviseur. Mais alors qu'ils roulaient dans la nuit vers leur modeste appartement, Marc ne pouvait s'empêcher de réaliser qu'il était en train de tomber amoureux d'une femme dont le monde était si éloigné du sien que toute relation entre eux était non seulement improbable. C'était impossible. La classe de maternelle bourdonnait d'excitation. Madame Patterson appela Claire pour qu'elle vienne montrer son travail. Marc était assis sur une petite chaise en plastique au fond de la classe. Il se sentait énorme et déplacé parmi les dessins colorés des enfants et les affiches représentant les lettres de l'alphabet. Il avait pris sa matinée pour assister à ce moment, mais son estomac était noué par l'angoisse de ce que Claire pourrait dire. Victoire était arrivée tôt, apportant des biscuits faits maison pour toute la classe, un geste qui avait déjà fait d'elle une héroïne aux yeux de 26 enfants de 5 et 6 ans. Elle était assise en tailleur sur le tapis, avec une aisance naturelle, élégante même entourée de peintures faites avec les doigts et de blocs de construction. « Voici ma meilleure amie Victoire », annonça fièrement Claire en prenant la main de Victoire. « Elle vit dans une très grande maison, mais elle se sentait seule, alors papa et moi l'avons adoptée dans notre famille. » Marc grimaça devant l'explication simpliste de Claire, mais les enfants écoutaient avec attention, tandis que Claire décrivait leur amitié. Elle a parlé de Monsieur Peanuts et de Lady Peanuts, des yeux tristes de Victoire qui sont devenus plus heureux, du dîner dans le restaurant chic où on nous a traités comme des rois parce que Victoire est pratiquement une princesse. « Victoire vit-elle vraiment dans un château ?» a demandé Emma, une petite fille honnête assise au premier rang. « En quelque sorte », a répondu Claire d'un ton neutre. « C'est vraiment grand et il y a beaucoup de fenêtres. Mais le mieux, c'est que Victoire m'apprend l'art et la musique et moi je lui apprends à s'amuser et à ne pas avoir peur de se salir. » Madame Patterson sourit chaleureusement. « On dirait que vous apprenez tous les uns des autres. Victoire aimerait-elle nous parler d'elle ?» Victoire sembla paniquer un instant. De toute évidence, se retrouver sous les projecteurs ne faisait pas partie de son plan. Mais Claire lui serra la main pour l'encourager et cela sembla lui redonner confiance. « Eh bien !» commença Victoire d'une voix douce mais claire. « Claire a raison, je vis dans une grande maison, mais les maisons ne sont que des bâtiments. Ce qui les rend spéciales, ce sont les gens qui les remplissent d'amour et de rire. Claire et son papa m'ont appris que la famille, ce n'est pas seulement les personnes avec lesquelles on a un lien de parenté, mais aussi ceux qui choisissent de nous aimer. » Les enfants écoutaient attentivement chaque mot, et Marc sentit sa poitrine se serrer d'émotion. La simplicité et l'honnêteté de Victoire étaient plus fortes que n'importe quel discours préparé. Après la récitation pendant la récréation, Marc se retrouva seul avec Madame Patterson. Pendant que Victoire jouait avec Claire et ses camarades dans la cour de récréation, Claire ne cessait de parler de Victoire. Madame Patterson dit, en regardant par la fenêtre Victoire pousser Claire sur la balançoire. « Elle a clairement eu une influence positive sur votre fille. »« Oui, c'est vrai, » répondit Marc, même si sa voix trahissait une certaine confusion. Claire a mentionné que sa mère n'était pas présente. Madame Patterson poursuivit doucement. « Trouver des modèles féminins positifs peut être difficile pour les pères célibataires. Victoire semble vraiment se soucier de Claire. »
Marc acquiesça, mais son attention était concentrée sur la scène à l'extérieur. Victoire s'était retrouvée dans une partie improvisée de chat perché. Avec la moitié de la classe de maternelle, elle avait oublié ses vêtements chers et courait et riait avec les enfants. Cette vision fit naître quelque chose au fond de son cœur, un désir qu'il essayait de réprimer depuis des semaines cet après-midi-là. Alors qu'il retournait vers le camion de Marc après la visite à l'école, Claire sautillait devant eux tandis que Victoire se mettait à marcher à côté de lui. « Merci de m'avoir permis d'être là, Victoire, dit-elle doucement. Je ne m'étais pas autant amusée depuis des années. Tu étais génial avec les enfants, répondit Marc, avant d'hésiter, avant d'ajouter. Claire avait raison lorsqu'elle a dit que la famille c'était ceux qui choisissaient de t'aimer. Victoire s'arrêta de marcher et se tourna vers lui avec une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Marc, j'ai besoin de te dire quelque chose sur moi, sur les affaires de ma famille. Victoire, papa, viens voir ce que j'ai trouvé. La voix excitée de Claire les interrompit. Elle était accroupie à côté d'un parterre de fleurs, examinant quelque chose avec attention. Le moment était passé, mais Marc perçut le soulagement dans les yeux de Victoire. Quoiqu'elle ait été sur le point de révéler, elle n'était pas encore prête à le partager. Cette prise de conscience le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce soir-là, après que Victoire soit rentrée dans son manoir et que Claire se soit endormie, Marc s'assit sur son petit balcon, une bière à la main, repensant à sa journée. Les mots innocents de Claire résonnaient dans son esprit. Papa et moi l'avons adopté dans notre famille. Quand cela s'était-il produit? Quand Victoire avait-elle cessé d'être une riche cliente pour devenir quoi? Une amie? Quelque chose de plus? Cette pensée le terrifiait, car elle le rendait vulnérable d'une manière qu'il s'était juré de ne plus jamais être après le départ de Sarah. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS. « Victoire, merci pour aujourd'hui. Claire a de la chance d'avoir un père aussi génial. » Marc fixa le message pendant un long moment avant de répondre. « Elle a de la chance de t'avoir dans sa vie aussi. » La réponse arriva rapidement. « C'est moi qui ai de la chance. Vous m'avez tous les deux donné quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. » En lisant ces mots, Marc sentit quelque chose changer en lui. Le mur qu'il avait construit autour de son cœur commençait à se fissurer. Mais cette vulnérabilité s'accompagnait de peur. Victoire appartenait à un monde de richesse et de privilèges auquel il n'aurait jamais accès. Que se passerait-il lorsqu'elle se lasserait de jouer à la famille avec un homme à tout faire et sa fille? Que se passerait-il lorsque la réalité ferait irruption dans leur conte de fées? Ces questions le hantaient alors qu'il rentrait chez lui, verrouillant la porte pour se protéger de la nuit et de la certitude grandissante qu'il était en train de tomber amoureux d'une femme qui pouvait acheter et vendre tout son monde sans y réfléchir à deux fois. Marc évitait Victoire depuis 3 jours et elle commençait à paniquer. Leur routine matinale autour d'un café avait été abandonnée. Ses réponses à ses textos étaient polies mais distantes. Et quand elle lui avait proposé de dîner, il avait prétexté qu'il était trop occupé. Le projet de clôture était pratiquement terminé, ce qui signifiait que sa raison légitime d'être sur sa propriété touchait à sa fin. Jeudi soir, Victoire faisait les 100 pas dans le hall en marbre de son manoir, serrant son téléphone et se demandant si elle devait se rendre à l'appartement de Marc. La vaste maison lui semblait plus étouffante que jamais, son silence seulement rompu par l'écho de ses pas et le tic-tac lointain des horloges anciennes. Finalement, elle ne put le supporter plus. Elle avait besoin de voir clair pour comprendre pourquoi Marc s'éloignait juste au moment où elle commençait à se sentir à sa place. Le trajet jusqu'à leur immeuble prit 15 minutes, mais lui sembla durer des heures. Lorsque Marc ouvrit la porte, sa surprise était évidente. « Victoire, tout va bien ? Il faut qu'on parle, dit-elle. » Puis elle regarda derrière lui, vers Claire qui était en train de colorier à la table de la cuisine. « Salut ma chérie. » « Victoire. » Claire se leva d'un bond et courut vers elle pour la serrer dans ses bras. « Tu m'as manqué. Où étais-tu ? Papa a dit que tu étais occupée, mais je sais que tu es triste parce que tu as le regard loin dans le vide. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Marc en s'écartant pour laisser entrer Victoire, la mâchoire crispée par la tension. Claire, ma chérie, pourquoi tu ne montres pas ton nouveau dessin à Victoire pendant que je fais du café? Alors que Claire montrait avec enthousiasme son œuvre d'art, un chef-d'œuvre au crayon représentant 3 bonhommes stylisés nommés Papa, moi et Victoire, debout devant une maison, Victoire sentit son cœur se briser un peu. Dans le monde de Claire, âgée de 6 ans, il formait déjà une famille. L'innocence de cette supposition rendait ce que Victoire avait à révéler encore plus compliqué. « Marc, » dit Victoire doucement lorsque Claire se replongea dans son coloriage. « On doit parler de qui je suis vraiment. Je sais qui tu es, » dit Marc d'une voix soigneusement neutre en lui tendant une tasse de café. « Tu es Victoire Beaumont, l'une des femmes les plus riches de l'État. Je l'ai entendue au restaurant l'autre soir. » Victoire sentit son estomac se nouer. « Tu l'as entendu dire ça, entre autres choses.
Les yeux verts de Marc étaient sur la défensive, distants d'une manière qui fit mal à Victoire. « Écoute Victoire, je ne sais pas ce qu'il y a entre nous, mais ça ne peut pas marcher. Nous venons de mondes différents. C'est ce dont je voulais te parler, Victoire, dit-elle avec insistance. Écoute Victoire, je ne sais pas ce qu'il y a entre nous, mais ça ne peut pas marcher. On vient de mondes différents. C'est de ça que je voulais te parler, dit Victoire avec insistance. Mon père ne m'a pas seulement laissé de l'argent, Marc. Il m'a laissé Beaumont Industries Manufacturing, des investissements immobiliers. C'est une entreprise qui vaut des centaines de millions de dollars, et je n'ai aucune idée de comment la diriger. Marc la fixa, l'énormité de sa révélation le frappant lentement. Des centaines de millions. Les avocats n'arrêtent pas d'appeler pour me pousser à prendre des décisions sur des fusions et acquisitions et des choses que je ne comprends pas. Je suis censé assister à des réunions du conseil d'administration. Les cadres attendent des directives. Je me cache parce que je n'ai jamais voulu cette vie. Claire leva les yeux de son dessin, sentant la tension dans la pièce. Pourquoi vous parlez avec des voix si sérieuses? Vous vous disputez? Non, ma chérie, dit rapidement Victoire en s'agenouillant à côté de la chaise de Claire. Ton papa et moi, on discute juste de choses d'adultes. C'est à propos d'argent? Demanda Claire avec une perspicacité déconcertante. Papa prend toujours ce ton sérieux quand on n'a pas assez d'argent pour acheter des choses. Marc sentit une chaleur lui monter au cou. Il était gêné que ses difficultés financières soient si évidentes, même pour sa fille de 6 ans. Claire, ce n'est pas ça. Ça va, papa, dit Claire d'un ton neutre. Victoire a beaucoup d'argent. Elle pourrait le partager avec nous, comme on partage notre amour avec elle. Cette suggestion innocente resta suspendue dans l'air comme une accusation. La fierté de Marc se hérissa à l'idée qu'il ait besoin d'une aide financière. Victoire semblait mortifiée par l'évaluation sans détour de Claire sur leur situation. « Claire, les gens ne partagent pas leur argent comme ça, » dit Marc gentiment mais fermement. « On s'occupe de nous-mêmes, mais les familles s'entraident, » protesta Claire. Et Victoire fait partie de la famille maintenant. Victoire se leva lentement, le cœur battant à tout rompre. Marc, et si Claire avait raison, pas à propos de l'argent, mais à propos de la famille. Et si on abordait tout ça de la mauvaise manière? Que veux-tu dire? Je veux dire, et si au lieu de penser à ce qui nous sépare, on pensait à ce qu'on pourrait construire ensemble? J'ai des ressources que je ne sais pas utiliser, et tu as des compétences et une sagesse dont j'ai besoin. Claire a assez d'amour pour nous deux. Et peut-être que ça suffit pour combler tout fossé. Marc resta silencieux pendant un long moment, étudiant le visage de Victoire. Derrière son apparence soigneusement composée, il pouvait voir la femme vulnérable qui avait joué à chat avec des enfants de maternelle, qui s'était assise sur le sol de son salon pour écouter les histoires de Claire, qui semblait plus à l'aise dans son petit appartement que dans son manoir. « Victoire, dit-il prudemment, que suggères-tu exactement ?» Avant qu'elle puisse répondre, Claire intervint depuis son coloriage. Elle suggère qu'on soit une vraie famille, comme dans mon dessin, papa. Regarde, on se tient tous la main devant notre maison. Victoire regarda le dessin au crayon et retint son souffle. Claire les avait dessinés comme une unité, connectés et souriants. C'était la famille qu'elle n'avait jamais eue, le sentiment d'appartenance qu'elle avait passé toute sa vie à rechercher. « C'est ça que tu veux ?» demanda Marc doucement, la voix enrouée par l'émotion. Victoire croisa son regard et y vit le reflet de sa propre vulnérabilité. « Plus que tout ce que j'ai jamais voulu dans ma vie », avouèrent-ils en silence, chargés de possibilités et de terreur. Marc sentit ses dernières barrières s'effondrer, remplacées par un espoir si fragile qu'il avait peur de respirer trop fort de peur de le briser. Dehors, la neige commençait à tomber, annonçant la première tempête de l'hiver et le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer lorsque Marc était arrivé pour réparer une simple clôture. La neige continuait de tomber alors que décembre s'installait sur leur petite ville, transformant le monde en un paysage hivernal féerique que Claire contemplait avec la joie d'une enfant de 6 ans. Pendant 3 semaines, depuis leur conversation sur le fait de fonder une famille, Marc et Victoire avaient navigué dans la délicate danse qui consiste à construire quelque chose de réel ensemble tout en maintenant les limites qui leur permettaient de se sentir en sécurité. Victoire avait commencé à passer la plupart de ses soirées chez Marc, aidant Claire à faire ses devoirs et partageant des dîners simples qui lui semblaient plus précieux que n'importe quel repas. Elle avait mangé dans la salle à manger de son manoir. La routine domestique lui convenait d'une manière qui surprenait tout le monde, surtout elle-même. « Victoire, tu peux me faire une tresse comme la tienne ?» demanda Claire un mardi soir. Elle grimpa sur les genoux de Victoire avec une brosse à cheveux et des élastiques colorés. Elles étaient assises sur le canapé, usé de Marc, pendant qu'il finissait la vaisselle dans la petite cuisine. La scène était si parfaitement normale que Victoire en avait le cœur serré de bonheur. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Victoire en peignant doucement les fins cheveux blonds de Claire depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle pouvait voir le profil de Marc qui travaillait, les manches retroussées, complètement absorbé par cette tâche banale.
Cette vision la remplit d'une chaleur qu'aucune richesse n'avait jamais pu lui procurer. « Papa, dit Claire, Victoire fait les meilleurs stress qui soient, même mieux que Madame Patterson à l'école. » Marc apparut dans l'embrasure de la porte, un torchon à la main, et Victoire retint son souffle en voyant l'expression douce sur son visage alors qu'ils les regardaient ensemble. Au cours des dernières semaines, les murs entre eux s'étaient lentement effondrés, remplacés par quelque chose de plus profond et de plus effrayant que ce à quoi ils s'attendaient tous les deux. « Tu es plutôt doué pour les trucs de famille, » dit Marc à voix basse. Son regard croisa celui de Victoire par-dessus la tête de Claire. Avant que Victoire ait pu répondre, son téléphone sonna brusquement, rompant l'atmosphère agréable comme un coup de couteau. Le nom qui s'afficha sur l'écran lui noua l'estomac. « Richard Beaumont Industries. Je suis désolé. »« Je dois répondre, » dit-elle d'un ton apologétique, en soulevant délicatement Claire de ses genoux. Elle se dirigea vers le petit couloir pour plus d'intimité. Mais Marc pouvait encore entendre sa conversation. « Monsieur Whitmore, je vous ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Non, je ne peux pas prendre cette décision maintenant. Je comprends que le conseil d'administration soit inquiet, mais sa voix devint de plus en plus tendue à mesure que la conversation se poursuivait. Claire leva les yeux vers son père, l'air inquiet. Pourquoi Victoire a l'air effrayée? Papa Marc s'agenouilla à côté de sa fille, ne sachant pas trop comment répondre. Cet appel téléphonique leur rappela brutalement les énormes différences entre leurs deux mondes. Ces 3 semaines de bonheur familial ne pouvaient pas effacer comme par magie. Lorsque Victoire revint, son visage était pâle et tiré. « Je suis désolé pour ça. J'ai des problèmes professionnels à régler. »« Tout va bien ?» demanda Marc, bien que son expression lui ait déjà donné la réponse. Victoire a forcé un sourire pour Claire. « Juste des trucs d'adulte ennuyeux, ma chérie. Rien qui te concerne. » Mais Marc a remarqué le tremblement dans sa voix, la façon dont ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle rassemblait ses affaires. « Victoire, attends, parle-moi. »« Je dois y aller, » a dit Victoire en évitant son regard. « Claire doit se préparer pour aller au lit, et j'ai des coups de fil à passer. » Alors qu'elle partait, Claire tira sur la chemise de Marc. « Papa, Victoire avait la même tête que toi quand tu as reçu la lettre méchante à propos de l'argent. » Marc sentit son cœur se serrer. Claire faisait référence à un avis d'expulsion qu'il avait reçu et réussi à régler quelques semaines plus tôt. La capacité de sa fille à lire les sous-entendus émotionnels était à la fois une bénédiction et une malédiction. Le lendemain matin, Victoire ne se présenta pas avec son habituel café et ses viennoiseries. Marc se surprit à vérifier son téléphone à plusieurs reprises alors qu'il terminait les dernières retouches sur la réparation de la clôture. À midi, l'inquiétude l'emporta sur sa fierté et il l'appela. « Victoire, tout va bien ?» Sa voix semblait épuisée. « Marc, il se passe des choses avec l'entreprise de mon père. Je vais peut-être devoir prendre un peu de recul par rapport à tout pendant quelque temps. »« Prendre du recul par rapport à quoi exactement ?» demanda Marc, même s'il craignait de déjà connaître la réponse. « Par rapport à ce rêve que nous vivons. J'ai des responsabilités, des obligations que je ne peux pas continuer à ignorer. » Marc eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. « Ce n'est pas un rêve, Victoire. Ce qu'on a construit ensemble est réel, non ?» La voix de Victoire se brisa. « Marc, ils veulent que je déménage à New York pour superviser une fusion importante. Le conseil d'administration menace de me licencier si je ne commence pas à prendre mon rôle au sérieux. J'ai des employés qui dépendent de moi, des actionnaires, un héritage et des obligations envers mon père. Tu vas donc simplement abandonner Claire, nous abandonner ?» Le silence s'éternisa douloureusement avant que Victoire murmure. « Je ne sais pas comment faire, Marc. Je ne sais pas comment être la personne dont l'entreprise a besoin et la personne dont toi et Claire avez besoin. Je suis en train d'échouer dans tout. » Ce soir-là, Marc fit asseoir Claire pour l'une des conversations les plus difficiles de sa vie. Sa fille l'écouta avec une gravité inhabituelle, tandis qu'il lui expliquait que Victoire allait peut-être devoir partir pour le travail, « Mais elle nous aime, » dit Claire avec une simplicité dévastatrice. « Elle me l'a dit. Elle a dit que nous étions sa famille de cœur. Parfois, les adultes ont des responsabilités qui sont plus importantes que ce qu'ils veulent, » dit Marc doucement, les mots lui laissant un goût de cendre dans la bouche. « Comme quand tu dois travailler, même si tu voulais jouer avec moi, quelque chose comme ça, ma petite fille. » Claire réfléchit sérieusement, mais Victoire dit « Les familles s'entraident quand elles ont de gros problèmes. Pourquoi ne nous laisse-t-elle pas l'aider ?» Marc n'avait pas de réponse à cette question, principalement parce qu'il s'était posé la même question toute la nuit. Une fois Claire endormie, il se retrouva debout devant la maison de Victoire, regardant les fenêtres éclairées et se demandant si elle était aussi malheureuse que lui. La clôture décorée qu'il avait réparée brillait au clair de lune, une barrière entre leur monde qui lui semblait soudain infranchissable. Une fois de plus, 3 semaines de dîners partagés et d'histoires avant de dormir lui avaient fait oublier la vérité fondamentale. Victoire appartenait à un monde de salles de réunion et de décision à plusieurs millions de dollars, alors qu'il appartenait à un monde où il fallait survivre au jour le jour et s'acheter des meubles d'occasion.
C'est peut-être mieux ainsi, se dit-il. Peut-être valait-il mieux mettre fin à leur relation maintenant, avant que Claire ne s'attache encore plus, avant qu'il ne tombe encore plus amoureux d'une femme dont la vie l'obligeait à choisir entre son devoir et son bonheur. Mais alors qu'il retournait vers son camion, Marc ne pouvait pas se sortir de la tête la question de Claire. Pourquoi Victoire ne les laissait-elle pas l'aider? Et surtout, était-il en train de laisser sa fierté l'empêcher de se battre pour la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée à tous? La neige continuait de tomber, effaçant ses empreintes et recouvrant le monde d'un blanc immaculé, comme pour offrir à chacun une chance de tout recommencer à zéro. 5 jours s'étaient écoulés depuis la dernière visite de Victoire, et son absence était comme une douleur physique qui imprégnait chaque recoin de la vie de Marc. Claire lui demandait sans cesse de ses nouvelles, et à chaque fois Marc devait éluder la question avec des explications vagues sur son boulot. Il avait l'impression de mentir à sa fille sur quelque chose de fondamental. Le mercredi matin, un visiteur inattendu se présenta. Marc préparait Claire pour l'école lorsque la sonnette retentit. À travers le judas, il aperçut un homme âgé, bien habillé, vêtu d'un manteau coûteux, tenant une mallette et affichant une expression qui suggérait une affaire sérieuse. « Monsieur Dumas, je suis Richard Whitmore, conseiller juridique d'Ashford Industries. J'aimerais qu'on discute au sujet de Mademoiselle Beaumont. » Marc sentit son estomac se nouer, mais il invita l'homme à entrer. Claire, sentant la tension entre les adultes, se retira discrètement dans sa chambre avec Monsieur Peanuts et Lady Peanuts, même si Marc soupçonnait qu'elle écoutait depuis le couloir. « Du café ?» proposa Marc, plus par habitude que par hospitalité. « Merci. »« Non, je vais être direct, Monsieur Dumas. Mademoiselle Beaumont est distraite ces derniers temps. Ses responsabilités envers l'entreprise et l'héritage de son père sont considérables et certaines influences dans sa vie personnelle l'empêchent de remplir ses obligations. » Marc sentit la colère monter en lui. Certaines influences, le conseil d'administration s'inquiète de sa relation avec vous et votre fille. Une femme dans la position de Mademoiselle Beaumont doit être stratégique dans ses relations personnelles et dans la façon dont elle perçoit son implication avec Whitmore, fit-il avec un sourire significatif. Quelqu'un avec votre passé pourrait nuire à la réputation de l'entreprise. Mon passé? La voix de Marc était dangereusement calme. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une attaque personnelle, mais Mademoiselle Beaumont est sur le point d'hériter du contrôle d'une entreprise classée au Fortune 500. Ces décisions ont des répercussions sur des milliers d'employés et des millions de dollars d'actifs. Elle doit se concentrer sur les fusions d'entreprises, pas sur... Il fit un geste vague pour désigner le modeste appartement. Distraction domestique. Marc se leva lentement, les mains crispées le long du corps. Je pense que vous devriez partir, Monsieur Dumas. Je suis prête à vous offrir une somme importante en échange de votre accord de ne plus jamais contacter Mademoiselle Beaumont. Assez pour assurer l'avenir de votre fille, payer ses études universitaires et peut-être même créer votre propre entreprise. L'offre resta suspendue dans l'air comme un poison. Marc pensa à ses difficultés pour joindre les deux bouts, aux nuits où il restait éveillé à s'inquiéter pour l'avenir de Claire, à la pile de factures sur le comptoir de sa cuisine. Puis il pensa au rire de Victoire, à la joie de Claire lorsqu'ils étaient tous les trois ensemble, à la famille qu'ils avaient failli former. « Sortez », dit Marc calmement. « Sortez de chez moi immédiatement », dit Whitmore, imperturbable face à ce refus. « Réfléchissez-y, Monsieur Dumas. Mademoiselle Beaumont va déménager à New York dans le courant du mois pour superviser la fusion. Cette relation n'aurait jamais duré. Prenez l'argent et offrez à votre fille l'opportunité qu'elle mérite. » Après le départ de Whitmore, Marc s'assit à la table de sa cuisine et fixa la carte de visite que l'avocat avait laissée derrière lui. La somme inscrite au dos représentait plus d'argent qu'il ne pourrait gagner en 5 ans. Cela résoudrait tous les problèmes financiers qu'il avait jamais eus. Claire sortit de sa chambre en traînant ses éléphants en peluche. « Papa, cet homme était méchant avec Victoire? Pourquoi tu penses ça, ma chérie? Parce que tu as ton air fâché. Et tu es fâché quand les gens sont méchants avec les personnes qu'on aime. » Marc prit Claire sur ses genoux, émerveillé une fois de plus par l'intelligence émotionnelle de sa fille. « Victoire te manque tous les jours, ma petite fille ?» demanda Claire solennellement. Monsieur Peanuts et Lady Peanuts aussi. Ils n'arrêtent pas de demander quand elle rentre à la maison. Et si je te disais que Victoire doit peut-être partir loin pour son travail, dans un endroit appelé New York? Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Pour toujours? Je ne sais pas, ma chérie. Mais nous sommes sa famille, » dit Claire avec une logique dévastatrice. Les familles ne se quittent pas. Cet après-midi-là, après avoir déposé Claire à l'école, Marc se retrouva à rouler vers le domaine des Ashford. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin de comprendre pourquoi Victoire laissait des avocats et des membres du conseil d'administration prendre des décisions concernant leurs relations. Le manoir semblait différent, plus froid, plus imposant. Lorsque Victoire ouvrit la porte, elle avait l'air épuisée, vêtue de vêtements froissés et sans maquillage. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée et ses yeux étaient rougis comme si elle avait pleuré. « Marc » murmura-t-elle,
comme si prononcer son nom lui causait une douleur physique. « On doit parler », dit-il fermement à propos de la visite de Whitmore ce matin. Le visage de Victoire devint blanc. « Il est venu te voir. Oh mon Dieu, Mark, je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'il allait venir. Tu étais au courant de l'offre, de l'argent ? Quel argent ?» Victoire avait l'air sincèrement perplexe, ce qui apaisa quelque peu la colère de Mark. Alors qu'il lui expliquait la visite de Whitmore et l'offre de règlement, l'expression de Victoire passait de la confusion à l'horreur, puis à la rage. « Ce salaud, il n'avait pas le droit. Mark, tu dois me croire, je ne ferai jamais ça. »« Je sais, » dit Mark doucement. « Mais Victoire, on doit parler de ce qui se passe vraiment. Tu déménages à New York ?» Les épaules de Victoire s'affaissèrent. C'est ce qu'ils veulent. Le conseil d'administration, les avocats, tous ceux qui prétendent avoir mieux connu mon père que moi. Ils disent que c'est ce qu'il aurait voulu, que je le dois à son héritage. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux rester ici, dit immédiatement Victoire, puis elle se ravisa. Mais ce n'est pas si simple, Mark. Des milliers de personnes ont leur emploi qui dépend du succès de cette entreprise. Des actionnaires qui ont confié leurs investissements à mon père. Je ne peux pas me contenter de penser à ce que je veux. Mark s'approcha d'elle et lui prit les mains dans les siennes. Victoire, et s'il y avait un autre moyen ? Et si tu n'avais pas à choisir entre ton devoir et ton bonheur ? Tu veux dire quoi ? Je veux dire, et si on faisait face à ça ensemble ? Et si, au lieu de fuir tes responsabilités, tu apprenais à les assumer à ta façon ? Victoire leva les yeux vers lui avec un espoir désespéré. Comment ? Je ne sais pas encore, admit Mark. Mais je sais que Claire m'a posé une question hier à laquelle je n'arrête pas de penser. Elle m'a demandé pourquoi tu ne nous laissais pas t'aider. Et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Tu essayes de gérer ça toute seule alors que tu n'as pas à le faire. Les yeux de Victoire se remplirent de larmes. Mark, tu ne comprends pas la complexité de ce qui est en jeu. Le droit des sociétés, les marchés internationaux, les négociations de fusion. Tu as raison, je ne comprends pas ces choses-là. Mais je comprends les gens et je te comprends. Et je sais que la femme qui jouait à chat avec les enfants de la maternelle et qui a appris à faire les tresses de Claire est la même femme qui peut trouver comment diriger une entreprise à sa manière. Mais si j'échoue, si je perds tout ce que mon père a construit, on verra bien ce qu'on fera ensuite ensemble, répondit Mark simplement. Mais Victoire, et si tu réussis ? Et si tu trouves un moyen d'honorer l'héritage de ton père tout en construisant la vie que tu veux vraiment ? Pour la première fois depuis des jours, Victoire sourit. Un vrai sourire qui atteignit ses yeux fatigués. Tu penses vraiment qu'on peut y arriver ? Je pense qu'on peut essayer, dit Mark. Mais seulement si tu veux te battre pour nous autant que Claire, et je veux me battre pour toi. La réponse de Victoire prit la forme d'un baiser qui avait le goût de l'espoir, des possibilités et de l'avenir. Ils voulaient tous les deux désespérément construire ensemble. 2 semaines plus tard, Victoire était assise dans la salle de réunion de Beaumont Industries pour la première fois depuis la mort de son père, face à 12 cadres au visage sévère qui la regardaient avec un scepticisme à peine dissimulé. À 27 ans, elle était la plus jeune personne dans la pièce, d'au moins 15 ans. Et leurs expressions montraient clairement qu'ils la considéraient comme une intruse inexpérimentée. Plutôt que leur leader légitime, la fusion Henderson nécessite une attention immédiate. Richard Whitmore disait, d'un ton qui suggérait que les absences précédentes de Victoire étaient frivoles, plutôt que motivées par le deuil. Le bureau de New York t'attend lundi pour finaliser les négociations. Victoire prit une profonde inspiration, se souvenant des paroles de Mark sur la nécessité de gérer les choses à sa manière. Je mènerai les négociations de fusion d'ici. Si Henderson Industries veut le partenariat de Beaumont, qu'ils envoient leurs représentants chez nous. Une vague de surprise parcourut la salle autour de la table de conférence polie. Gerald Patterson, membre du conseil d'administration, se pencha en avant. Avec une désapprobation évidente, Mademoiselle Beaumont, avec tout le respect que je vous dois, cette fusion représente 200 millions de dollars. Vous ne pouvez pas simplement dicter vos conditions en fonction de votre convenance personnelle. Ah non, Victoire dit calmement, bien que son cœur batte à tout rompre sur dicter nos conditions en fonction de ce qui est le mieux pour cette entreprise. Nous sommes en position de force dans cette négociation. Ils ont davantage besoin de nos capacités de production que nous avons besoin de leur réseau de distribution. Le silence se fit dans la pièce. Victoire avait passé les 2 dernières semaines à lire tous les documents, tous les rapports, toutes les analyses qu'elle avait pu se procurer. Mark avait passé de nombreuses soirées avec elle, tenant Claire dans ses bras pendant qu'elle Victoire travaillait, lui offrant un soutien discret, alors qu'elle s'efforçait de comprendre l'entreprise que son père avait bâtie. « Tu as étudié », observa Margaret Chen, la directrice financière, avec ce qui semblait être un respect réticent. « Oui, j'ai étudié, et j'ai réalisé que cette entreprise opérait depuis trop longtemps dans une position défensive. Nous avons tellement cherché à préserver ce que mon père a construit que nous avons cessé d'innover, cessé de grandir. » L'expression de Whitmore était tonitruante. « Ce sont les stratégies de ton père qui ont bâti cet empire. Et je respecte cela.
l'interrompit Victoire, retrouvant sa voix et sa confiance en même temps. Mais mon père n'est plus là, et c'est moi qui suis là maintenant. On va faire les choses différemment. Après la réunion, Victoire se sentait émotionnellement épuisée, mais bizarrement exaltée. Pour la première fois depuis qu'elle avait hérité de l'entreprise, elle avait l'impression d'être capable de la diriger. Ce soir-là, elle était impatiente de partager cette expérience avec Marc et Claire. Elle les trouva dans le petit parc près de leur immeuble. Claire criait de joie tandis que Marc la poussait sur la balançoire. Les voir ensemble, ces deux personnes préférées au monde, remplit Victoire d'un bonheur qu'aucune victoire professionnelle ne pouvait égaler. Victoire aperçut Claire immédiatement et sauta de la balançoire en plein élan, courant vers elle avec l'insouciance typique d'une enfant de 6 ans. « Tu es venue. Papa a dit que tu étais peut-être trop occupée par ton boulot. Je ne suis jamais trop occupée pour toi. Ma chérie, dit Victoire en serrant Claire dans ses bras. Elle croisa le regard de Marc et vit la question qu'il lui posait. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il alors qu'il se dirigeait vers un banc voisin. « Mieux que prévu, répondit Victoire avant de se lancer dans le récit de la réunion. Pendant que Claire jouait à proximité, Marc écoutait attentivement, posant des questions réfléchies qui aidaient Victoire à assimiler son expérience. « Je suis fier de toi, dit-il lorsqu'elle eut terminé. On dirait que tu t'es bien débrouillé. Je pense que oui, mais Marc, il y a autre chose. Quelque chose que je dois vous dire à tous les deux. » Claire, sentant qu'il s'agissait d'une conversation sérieuse, abandonna son jeu et grimpa sur le banc entre eux. « Qu'y a-t-il, Victoire ? Tu as l'air inquiète. » Victoire prit une profonde inspiration. « Mon cœur, j'ai quelque chose d'important à vous demander, à toi et à ton papa. Que diriez-vous de déménager? De vivre tous ensemble dans ma maison ?» Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Tu veux dire comme une vraie famille? Tous ensemble tout le temps? Quelque chose comme ça ?» demanda Victoire avec précaution en observant la réaction de Marc. Marc resta silencieux pendant un long moment. « Victoire, ta maison est magnifique, mais elle n'est pas vraiment adaptée aux enfants, et je ne pense pas pouvoir assumer son entretien. Ce n'est pas une question d'argent, dit rapidement Victoire. Je veux qu'on en fasse notre maison, tous ensemble. Je veux que Claire ait sa propre chambre, son propre espace. Je veux que tu aies un atelier où tu peux bricoler. Je veux qu'on remplisse cette grande maison vide avec la vie qu'elle est censée avoir. Mais ton boulot? L'entreprise? Demanda Marc. Je peux diriger l'entreprise de n'importe où, et peut-être que le fait d'avoir une vraie famille qui m'attend à la maison me rendra meilleur en affaires, et pas pire. Claire sautait de joie sur le banc. Papa, on peut? Je pourrais avoir ma propre grande chambre, et Monsieur Peanuts et Lady Peanuts pourraient avoir leur propre coin, et on pourrait tous manger ensemble tous les soirs. Marc semblait partager entre l'espoir et le sens pratique. Victoire, tu es sûre de toi? Vraiment sûre? Parce que si Claire s'attache à cette idée et que puis quelque chose ne va pas. Je suis sûre, dit Victoire fermement. Marc, je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Je t'aime, j'aime Claire, je veux que nous formions une vraie famille. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. C'était la première fois que l'un d'entre eux utilisait le mot « aimer » à voix haute. Claire applaudit de joie, mais Marc avait l'air abasourdi. « Tu nous aimes ?» demanda-t-il doucement. « Plus que je n'aurais jamais cru possible », répondit Victoire, la voix étouffée par l'émotion. Marc resta silencieux si longtemps que Victoire commença à s'inquiéter d'être allé trop vite, d'en avoir trop dit. Puis il sourit, un sourire lent et merveilleux qui transforma tout son visage. « Je t'aime aussi », dit-il simplement. « Nous le faisons tous les deux pour pouvoir vivre ensemble », demanda Claire avec impatience. Dans la grande maison avec toutes les jolies fenêtres, Victoire et Marc se regardèrent, et à ce moment-là, ils connurent tous les deux la réponse. « Oui, mon chéri », dit Victoire en riant tandis que Claire se jetait dans ses bras. « On peut vivre ensemble comme ils étaient assis sur le banc du parc. » Claire parlait avec enthousiasme de la décoration des chambres et de l'espace pour une grande salle de jeu. Victoire ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas seulement riche, elle était riche de ce qui comptait vraiment. Mais alors même que le bonheur remplissait son cœur, une petite voix au fond d'elle-même lui murmurait des avertissements sur les défis qui l'attendaient. Whitmore et le conseil d'administration ne seraient pas satisfaits de sa décision de rester dans la région. Il y aurait des obstacles, des critiques, des gens qui tenteraient de détruire ce qu'ils étaient en train de construire. Victoire repoussa ses pensées. Quels que soient les défis à relever, ils les affronteraient ensemble. Cela devait suffire. Point final. La crise survint, comme souvent lorsque Victoire s'y attendait le moins. 3 semaines après l'emménagement de la famille dans le manoir Beaumont, 3 semaines de bonheur où le rire de Claire résonnait dans les couloirs et où la présence discrète de Marc donnait à cette immense maison l'atmosphère d'un véritable foyer. Le monde de Victoire s'est effondré avec un seul coup de fil. « Victoire, on a un problème. » La voix de Margaret Chen était tendue par la panique. « Henderson Industries vient de se retirer de la fusion. Ils prétendent que tu as rompu le contrat parce que tu as refusé de déménager pour superviser les négociations.
Personnellement, Victoire sentit le sang se retirer de son visage. Elle était dans le nouvel atelier de Marc, le regardant apprendre à Claire à poncer un morceau de bois pour la cabane à oiseaux qu'ils construisaient ensemble. La scène familiale qu'il avait remplie de bonheur quelques instants plus tôt lui semblait désormais fragile et menacée. « Ils ne peuvent pas faire ça », dit Victoire en s'éloignant de Marc et Claire pour qu'ils n'entendent pas la panique dans sa voix. « Le contrat dit clairement que Whitmore te tient responsable de tes obligations. Il dit que tu as compromis ton jugement professionnel. Il convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin. Victoire, ils vont essayer de te pousser vers la sortie. » Après avoir raccroché, Victoire est restée figée dans l'embrasure de la porte de l'atelier, regardant Marc guider patiemment les petites mains de Claire qui travaillaient sur son projet. C'était ce qu'elle avait choisi plutôt que la politique d'entreprise et les manœuvres dans les salles de réunion. Cette chaleur, cet amour, ce sentiment d'appartenance. Mais et si ce choix lui coûtait tout ce que son père avait construit? Victoire. Marc leva immédiatement les yeux, sentant sa détresse. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Elle mentit, forçant un sourire pour Claire, juste des trucs de boulot. Mais ce soir-là, après que Claire se fut endormie dans sa nouvelle chambre, peinte en rose avec des bordures blanches et remplie de plus de jouets qu'elle n'en avait jamais eu, Victoire raconta tout à Marc. Ils s'assirent dans la bibliothèque du manoir, entourés des livres de son père et du poids de 3 générations de l'héritage Beaumont. « Alors Whitmore essaie de te pousser vers la sortie à cause de nous », dit Marc doucement. « Ce n'était pas une question à cause de moi. » Victoire le corrigea parce que j'ai choisi de faire passer ma famille avant de vivre ma vie selon ce que le conseil d'administration estime approprié. Marc resta silencieux pendant un long moment, le regard fixé sur la cheminée. Victoire, et s'ils ont raison? Et si j'ai été égoïste en te laissant risquer tout ce dont tu as hérité pour ce que nous avons ensemble? Non, dit Victoire avec fougue. Ne dis pas que ce que nous avons ne vaut pas la peine d'être défendu. Mais vaut-il la peine de perdre une fusion de 200 millions de dollars? Vaut-il la peine de risquer de détruire l'entreprise de ton père? Victoire sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne sais pas quoi répondre. Je sais que je t'aime et que j'aime Claire plus que tout au monde. Mais je sais aussi que si je perds cette entreprise, des milliers de personnes perdront leur boulot. Comment puis-je comparer notre bonheur à leur gagne-pain? Le lendemain matin, Victoire enfila son plus beau tailleur et entra dans la salle du conseil comme une guerrière se préparant au combat. Les 12 membres du conseil d'administration étaient assis en juge, le visage grave et feignant l'inquiétude. Mademoiselle Beaumont Gerald Patterson a commencé. Nous sommes ici aujourd'hui parce que vos récentes décisions ont mis cette entreprise en danger. La fusion avec Henderson était cruciale pour nos projets d'expansion. La fusion avec Henderson a été mal structurée dès le début. Victoire l'a interrompue. J'ai passé le mois dernier à examiner les conditions et nous aurions trop sacrifié pour un rendement trop faible. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision unilatéralement, répliqua Whitmore. Vous détenez peut-être une participation majoritaire, mais ce conseil d'administration a une responsabilité fiduciaire envers tous les actionnaires et j'ai la responsabilité de prendre des décisions qui profitent à cette entreprise à long terme et pas seulement à ce trimestre, répliqua Victoire. J'ai identifié 3 autres partenariats qui nous permettraient de mieux nous positionner sur le marché sans avoir à compromettre notre indépendance. Elle avait désormais toute leur attention. Pendant l'heure qui suivit, Victoire présenta une analyse détaillée préparée avec l'aide d'un consultant indépendant, un plan qui renforcerait Ashford Industries sans l'accord problématique avec Henderson. C'est un travail impressionnant, admit Margaret Chen à contre-cœur. Mais mademoiselle Beaumont, le conseil d'administration reste préoccupé par vos distractions personnelles. Votre relation avec M. Dumas soulève des questions quant à votre engagement envers l'entreprise. Ma relation avec Marc Dumas n'a rien à voir avec mes capacités professionnelles, dit Victoire froidement. Et je n'apprécie pas l'insinuation selon laquelle le fait d'être amoureuse me rendrait moins qualifiée pour diriger cette entreprise. Je n'apprécie pas que l'on sous-entende que le fait d'être amoureuse me rende moins qualifiée pour diriger cette entreprise. Mais vous devez bien comprendre l'impression que vos choix donnent à nos partenaires commerciaux, insista Patterson. Une femme dans votre position. Sortir avec un homme à tout faire qui joue à la maison avec son enfant. Arrêtez! La voix de Victoire fendit la pièce comme un couteau. Arrêtez tout de suite. Oui, je suis amoureuse d'un homme qui travaille de ses mains au lieu de pousser des papiers. Oui, je me soucie de sa fille comme si c'était la mienne. Et oui, je construis une vie qui inclut à la fois le bonheur personnel et la réussite professionnelle. Si ce conseil d'administration ne peut pas l'accepter, alors il est peut-être temps de changer certaines choses. La menace planait dans l'air comme une épée. Victoire détenait 51% des actions d'Ashford Industries. Elle pouvait remplacer tout le conseil d'administration si elle le souhaitait, mademoiselle Beaumont, dit Whitmore avec prudence. Peut-être sommes-nous trop hâtifs. Nous pourrions discuter d'un compromis. Pas de compromis, dit Victoire fermement. Je dirigerai cette entreprise à ma façon, avec le soutien du conseil d'administration ou sans lui.
Mais je ne sacrifierai pas ma vie personnelle pour satisfaire tes notions dépassées de bienséance, alors que Victoire est rentrée chez elle ce soir-là. Elle a trouvé Marc assis seul sur les marches de l'entrée du manoir. Il avait l'air dévasté. Claire n'était nulle part en vue. « Où est Claire ?» a demandé Victoire. L'alarme a sonné dans sa tête. « Ma mère est venue la chercher », a dit Marc doucement. « Je l'ai appelée ce matin après ton départ. Claire va rester avec elle dans le Nebraska pendant quelque temps. » « Quoi, Marc? Pourquoi ferais-tu ça ?»« Parce que Whitmore m'a rappelé aujourd'hui. Il m'a parlé de la réunion du conseil d'administration, de la façon dont ils vont te détruire si tu ne choisis pas entre l'entreprise et nous. Il m'a offert 2 fois plus d'argent qu'avant pour que je disparaisse. » Victoire avait l'impression que le sol se fissurait sous ses pieds. Et je réalise qu'il a raison sur un point. Je te retiens. Tu es né pour diriger cette entreprise, Victoire. C'est ton héritage, ta responsabilité. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu le perds. Alors tu as renvoyé Claire. Tu me quittes. Marc se leva lentement, le visage marqué par la douleur. Je te libère pour que tu puisses faire le choix que tu dois faire sans te soucier de nous. Mais j'ai déjà fait mon choix. La voix de Victoire se brisa. J'ai choisi toi. J'ai choisi notre famille. Et regarde ce que ça te coûte, dit Marc tristement. Une fusion de 200 millions de dollars. Une confiance en soi qui s'effrite. Peut-être toute l'entreprise. Claire et moi, on s'en sortira. Victoire, mais Beaumont Industries ne survivra pas si tu ne te donnes pas à fond. Alors que Marc s'éloignait en direction de son camion avec une seule valise, Victoire réalisa que gagner la bataille contre son conseil d'administration lui avait peut-être coûté la guerre pour son cœur. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Marc, qui avait emmené Claire dans la ferme de sa mère dans le Nebraska, et Victoire avait l'impression de mourir à petit feu. Le manoir, qui lui avait brièvement donné l'impression d'être un foyer rempli d'amour et de rire, résonnait désormais d'un vide qui semblait se moquer de ses victoires professionnelles. Elle avait réussi à renégocier de meilleurs partenariats que ceux proposés par Henderson, augmenter les bénéfices de l'entreprise de 15% et gagner le respect réticent du conseil d'administration. Beaumont Industries prospérait sous sa direction, selon tous les critères objectifs. Elle aurait dû être en train de fêter ça. Au lieu de ça, elle se retrouvait chaque soir dans la chambre vide de Claire, encore peinte en rose avec les meubles pour enfants que Marc avait construits, avec l'impression d'avoir troqué son âme contre le cours de l'action. Mademoiselle Beaumont, Madame Henderson, la gouvernante de longue date de la maison, apparut dans l'embrasure de la porte, visiblement inquiète. « Vous n'avez pas dîné encore. Dois-je vous apporter quelque chose à votre bureau ? Je n'ai pas faim. » répondit Victoire automatiquement, bien qu'elle ne se souvienne pas de la dernière fois où elle avait pris un vrai repas. La nourriture avait le goût de cendre sans le bavardage de Claire et la présence discrète de Marc à table. « Tu devrais peut-être les appeler », suggéra Madame Henderson avec douceur. La vieille femme travaillait pour la famille Beaumont depuis 30 ans et avait vu Victoire grandir. Elle avait également été témoin de la transformation qui s'était opérée en quelques mois lorsque Marc et Claire avaient vécu ici. Elle avait vu Victoire s'épanouir de bonheur pour la première fois depuis la mort de son père. « Je ne peux pas », murmura Victoire. « Marc a fait son choix. Il a choisi ce qu'il pensait être le mieux pour tout le monde. Et qu'est-ce que tu penses être le mieux ?» Victoire ne répondit pas, car la vérité était trop douloureuse. 2 voix. Elle pensait qu'ils avaient commis une terrible erreur. Tous. Mais la fierté et la peur l'empêchaient de décrocher le téléphone. Point. Pendant ce temps, à 1000 km de là, dans le Nebraska, Marc découvrait que la noblesse ressemblait beaucoup à la torture. La ferme de sa mère était paisible, et Claire aimait les grands espaces et l'attention que lui portait sa grand-mère, mais Marc avait l'impression d'être un somnambule. « Oncle Marc a l'air triste », dit Claire à sa grand-mère alors qu'elle nourrissait les poules dans la cour de la ferme. À 6 ans, elle ne comprenait pas les complexités qui avaient déchiré leur famille, mais elle savait que tous ceux qu'elle aimait étaient malheureux. « Il Madame Victoire », dit simplement Dorothy Dumas. À 68 ans, la mère de Marc avait élevé 3 enfants et enterré un mari, et elle savait reconnaître le chagrin quand elle le voyait. « Elle me manque aussi », dit Claire d'une petite voix. Monsieur Peanuts et Lady Peanuts regardaient leur grande maison chic et leur jolie maman. Dorothy avait mal au cœur pour sa petite fille. Quand Marc avait appelé pour demander si Claire pouvait rester avec elle pendant un moment, il était presque incohérent de douleur. L'histoire qu'il avait finalement racontée sur le sacrifice de l'amour pour le devoir, sur le choix de ce qui était juste plutôt que ce qui était désiré, avait rappelé à Dorothy avec douleur le père de son propre fils, qui avait fait des sacrifices nobles similaires qui n'avaient apporté le bonheur à personne. « Grand-mère », dit soudain Claire, « et si les adultes se trompaient parfois? Et si papa et Victoire avaient fait une grosse erreur ?» Dorothy baissa les yeux vers le petit visage sérieux de sa petite fille. « Qu'en penses-tu, ma chérie ?»« Je pense qu'ils sont tous les 2 idiots, » répondit Claire, avec la logique dévastatrice d'une enfant de 6 ans. Victoire disait toujours que les familles s'entraident quand il y a de gros problèmes, mais au lieu de s'entraider,
Ils ont tous les deux fui. Ce soir-là, après que Claire se fut endormie, Dorothy confronta son fils alors qu'il était assis sous le porche, le regard perdu dans les plaines du Nebraska. « Marc, Eugène Dumas, je t'ai mieux élevé que ça. » Marc leva les yeux, surpris par le ton sévère de sa mère. « Maman, j'ai fait ce que je devais faire. L'entreprise de Victoire n'ose même pas, » l'interrompit Dorothy. « Ne me dis pas que tu as sacrifié ta famille pour une noble cause. Tu as eu peur, mon fils. Tu as eu peur d'être heureux, de croire que tu méritais quelque chose de bien. Ce n'est pas ton père qui a fait la même chose. » Dorothy continua sans relâche. Il a refusé un emploi à Denver parce qu'il pensait qu'il n'était pas assez bien pour la vie en ville. Il pensait que je méritais mieux qu'un ouvrier agricole avec de grands rêves. Il a passé le reste de sa vie à se demander ce qui aurait pu être, et moi aussi. Marc se sentit comme s'il avait reçu une gifle. « Papa ne m'a jamais dit ça. Ton père ne t'a jamais dit beaucoup de choses sur les regrets et les occasions manquées. La petite fille qui est là pleure toutes les nuits parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les gens qu'elle aime, et tu es assise là, à t'apitoyer sur ton sort, au lieu de te battre pour ce qui compte. » De retour dans son bureau dans son manoir, Victoire travaillait encore tard lorsque son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. La photo qui apparut fit s'arrêter son cœur, Claire souriant largement, assise sur une balançoire en pneus avec une petite ferme en arrière-plan. Le message disait « Lady Peanut te dit bonjour et veut savoir quand on rentre à la maison. Claire, grand-mère Dorothy, m'a aidé à envoyer ça. » Victoire fixa la photo jusqu'à ce que ses yeux se remplissent de larmes. La maison. Claire considérait le manoir comme sa maison. Elle considérait Victoire comme sa famille. Malgré tout ce qui s'était passé, Victoire commana le numéro sur un coup de tête. Après plusieurs sonneries, une voix féminine répondit « C'est Dorothy Dumas. J'attendais votre appel, Madame Dumas. Je suis Victoire Beaumont. Claire m'a envoyé une photo. Cet enfant ne parle que de vous depuis 3 semaines. » Dorothy l'interrompit. Elle veut savoir pourquoi son papa était triste. Pourquoi sa Victoire ne vient pas lui rendre visite? Pourquoi les adultes rendent tout si compliqué? Victoire perdit son sang-froid. « Madame Dumas, je les aime tellement tous les deux. Mais Marc pensait qu'il te protégeait en partant, et tu le laisses faire parce que tu penses qu'il est mieux sans les complications que ton argent entraîne. Vous êtes tous les deux idiots. » Le jugement sans appel de cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée fit rire Victoire, malgré ses larmes. « Que penses-tu qu'on devrait faire? Se battre l'un pour l'autre ?» dit Dorothy simplement. « Arrête de prendre des décisions basées sur la peur et commence à les prendre basées sur l'amour. Claire a besoin de vous deux. Et franchement, vous avez tous les deux besoin l'un de l'autre plus que vous n'avez besoin de votre fierté. » Après avoir raccroché, Victoire s'assit dans le fauteuil de son père, entouré de l'empire qu'il avait bâti, et réalisa qu'elle avait mal abordé la situation. Elle avait essayé de choisir entre l'amour et le devoir, entre la famille et la responsabilité, alors que la réponse était peut-être de trouver un moyen de avoir les deux. Pour la première fois depuis des semaines, Victoire sentit l'espoir remonter en elle. Il devait y avoir un moyen de faire fonctionner les choses pour honorer l'héritage de son père. Tout en construisant la vie qu'elle voulait avec Marc et Claire, elle devait simplement être assez courageuse pour se battre pour cela. Le jet privé de Victoire atterrit dans le petit aéroport du Nebraska par une fraîche matinée de décembre, 2 jours avant Noël. Elle avait passé tout le vol à répéter ce qu'elle dirait à Marc, comment elle le convaincrait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, que leur amour valait la peine d'être défendu, même si les chances semblaient impossibles. Elle avait également passé la semaine précédant son départ à mettre son plan à exécution. Un plan qui allait tout changer dans sa façon d'aborder les affaires et la vie. Le GPS de la voiture de location la conduisit à travers des champs recouverts de neige fraîche jusqu'à une modeste ferme blanche entourée de chênes dénudés. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle aperçut le camion de Marc dans l'allée. Et lorsqu'elle vit Claire construire un bonhomme de neige dans le jardin, elle faillit pleurer de soulagement. Victoire. Le cri de joie de Claire résonna dans l'air hivernal lorsqu'elle aperçut la voiture inconnue. Elle abandonna son bonhomme de neige et courut vers Victoire sans manteau ni gants. Son visage rayonnait de joie. Dot. Victoire attrapa Claire dans ses bras et la fit tournoyer, les jambes de la fillette de 6 ans enroulées autour de sa taille. « Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Tellement, tellement. Je savais que tu viendrais, » dit Claire en se reculant pour regarder le visage de Victoire. « J'ai dit à papa et à grand-mère Dorothy que tu trouverais un moyen de tout arranger parce que tu es la maman la plus intelligente du monde. » Le mot « maman » frappa Victoire comme un coup de tonnerre. Claire ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant, mais cela lui semblait aussi naturel que respirer. Marc apparut sur le porche et Victoire retint son souffle en le voyant. Il avait l'air fatigué, plus vieux d'une certaine manière, mais ses yeux verts s'illuminèrent lorsqu'il la vit tenir Claire dans ses bras. Pendant un moment, ils se contentèrent de se regarder à travers la cour enneigée. 3 semaines de séparation et de nostalgie les séparaient. « Victoire !» dit-il doucement en descendant du porche. « Quoi ?
qu'est-ce que tu fais ici? Je me bats pour ma famille, répondit simplement Victoire. Je me bats pour nous. Une femme plus âgée, aux cheveux argentés et au regard bienveillant, apparut derrière Marc. Dorothy Dumas. Sans poser de questions, elle jeta un coup d'œil à la scène et prit délicatement Claire des bras de Victoire. « Claire, ma chérie, pourquoi on n'irait pas à l'intérieur préparer un chocolat chaud pendant que ton papa et Victoire discutent ? Mais je veux écouter la conversation des adultes d'abord, dit Dorothy d'un ton ferme en faisant un clin d'œil à Victoire, puis on prendra un chocolat chaud et on rattrapera le temps perdu. » Lorsqu'ils furent seuls, Marc s'approcha, assez près pour que Victoire puisse voir la douleur et l'espoir qui se livraient de bataille sur son visage. « Victoire, rien n'a changé. Le conseil d'administration de l'entreprise fait pression, tout a changé. » L'interrompit Victoire. « Marc, je démissionne. » Il la regarda avec stupéfaction. « Quoi ? J'ai démissionné de mon poste de PDG de Beaumont Industries. À compter du 1er janvier. Je ne dirige plus l'entreprise. » Victoire, non, non, tu ne peux pas avoir fait ça. L'héritage de ton père sera préservé, dit-il fermement. J'ai trouvé un acheteur, quelqu'un qui perpétuera la vision de mon père tout en donnant une nouvelle orientation à l'entreprise. Marc, j'ai réalisé quelque chose ces dernières semaines. J'étais tellement concentré sur le fait de ne pas vouloir choisir entre l'entreprise et toi que je n'ai jamais envisagé de trouver un compromis. J'ai trouvé un acheteur, quelqu'un qui poursuivra la vision de mon père tout en donnant une nouvelle orientation à l'entreprise. Marc, j'ai réalisé quelque chose ces dernières semaines. J'étais tellement concentré sur le fait de ne pas vouloir choisir entre l'entreprise et toi que je n'ai jamais envisagé une troisième option. Quelle troisième option? Victoire sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis le jour où il était parti. Créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appartienne, dit-elle en sortant un dossier en carton de son sac à main. Je crée une fondation, la fondation de la famille Ashford. On va se concentrer sur l'aide aux familles de travailleurs, aux parents célibataires, aux enfants qui ont besoin d'aide. Je veux utiliser mes ressources pour changer vraiment la vie des gens, pas seulement enrichir des actionnaires. Marc prit le dossier avec les mains tremblantes et parcourut les premiers documents. Victoire, c'est incroyable. Mais es-tu sûr de renoncer à tout ce que ton père a construit? Je rends hommage à ce qui comptait vraiment pour mon père. Il me disait souvent que l'argent n'était qu'un outil. Ce qui comptait, c'était ce qu'on construisait avec. Je voulais construire quelque chose de beau, Marc. Quelque chose qui compte. Et je voulais le construire avec toi. Mais je ne sais rien de la gestion d'une fondation. Marc, quelque chose qui compte. Et je voulais le construire avec toi. Mais je ne sais rien de la gestion d'une fondation. Toi, tu sais comment aider les gens. Tu connais la communauté. Tu sais ce dont les familles qui travaillent ont réellement besoin. Moi, je m'y connais en argent et en ressources. Et en comment faire bouger les choses ensemble. On pourrait changer des vies. Marc resta silencieux pendant un long moment, étudiant son visage. Et nous? Et Claire? J'espère, dit Victoire d'une voix douce et vulnérable, que vous rentrerez tous à la maison avec moi. Que nous formerons une vraie famille qui travaillera ensemble pour construire quelque chose qui a du sens. Avant que Marc puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Claire sortit en courant, suivie de Dorothy qui portait un plateau avec des tasses fumantes. Grand-mère Dorothy dit « Vous parlez de rentrer à la maison ». Claire annonça, essoufflée. « Vraiment? On va vraiment redevenir une famille ?» Victoire regarda Marc, le cœur dans les yeux. « Ça dépend de ton papa. » Marc regarda les 3 femmes qui étaient devenues tout son univers. Sa fille, sa mère et la femme qu'il aimait plus que sa propre vie. La peur qui l'avait poussé à partir 3 semaines auparavant lui semblait insignifiante et ridicule, comparée à l'amour qui rayonnait sur leur visage. « Oui, dit-il simplement. Oui, on rentre à la maison, tous ensemble. » Le cri de joie de Claire résonna à travers les champs alors qu'elle se précipitait entre Victoire et Marc, en roulant ses petits bras autour d'eux deux. « Monsieur Peanuts et Lady Peanuts vont être tellement contents et on pourra fêter Noël dans notre grande maison avec le joli sapin devant la fenêtre. » Lorsque Marc et Victoire se regardèrent par-dessus la tête de Claire, ils surent tous les deux que ce n'était que le début. Il y aurait des défis à relever, apprendre à gérer une fondation, naviguer dans leur famille recomposée, construire quelque chose de durable ensemble, mais ils affronteraient ces défis en équipe, en famille, en tant que partenaires dans tous les sens du terme. Dorothy regardait depuis le porche son fils embrasser la femme qu'il aimait tandis que sa petite fille dansait dans la neige entre eux, et elle souriait. Parfois, les plus belles familles sont celles qu'on choisit, celles pour lesquelles on se bat, celles qu'on construit avec amour plutôt qu'avec obligation. Ce soir-là, alors que leur avion s'envolait vers leur maison dans le ciel étoilé, Claire s'endormit entre Victoire et Marc, serrant dans ses bras Monsieur Peanuts et Lady Peanuts. Victoire se blottit contre l'épaule de Marc et regarda les lumières des villes défilant sous leurs pieds. « Tu n'as aucun regret ?» demanda Marc doucement. « Un seul, » répondit Victoire en lui souriant. « Que ça nous ait pris autant de temps pour comprendre que l'amour vaut toujours la peine qu'on se batte pour lui. » Alors que l'avion les ramenait vers leur avenir commun,
Victoire savait qu'elle avait enfin trouvé ce que son père avait toujours voulu pour elle. Pas seulement la richesse ou le succès, mais le genre de richesse qui compte vraiment. Une famille à aimer, un but qui la comble et le courage de se construire une vie qui lui appartient entièrement. Si cette histoire t'a touché, écris « Qu'est-ce qu'une vraie famille ?» dans les commentaires et partage ton avis. Penses-tu qu'il faille choisir entre l'amour et la responsabilité? N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner.